tu dois avoir des tonnes de livres sur le sujet et tout. Enfin, oui. Moi, j'imagine ton appartement qui ressemble à une réserve du Titanic. Alors j'en ai effectivement d'autant plus que comme ma compagne on s'est connus par le Titanic, elle a apporté les siens aussi. Ah oui. Donc on a fusionné des grosses collections, donc ouais là je commence à avoir pas mal de choses. C'est un musée quoi. Alors on a parlé un peu effectivement du naufrage, de toutes les théories du complot qu'il y a eu autour au début de ce live, etc. Comment la White Star va composer avec ce naufrage qui est en plus ultra médiatisé? Est-ce que ça va porter préjudice à la compagnie? Eh bien, pas autant qu'on pourrait le penser. Pas autant. Bon, déjà, je pense, parce qu'il y a un peu ce qui se passe aussi pour nous, peut-être, avec l'avion, je pense. C'est-à-dire que quand il y a un crash aérien, ça choque tout le monde pendant un petit moment. Mais si tu dois continuer à voyager, pour les gens qui voyagent souvent, ils continuent à prendre l'avion et finalement leurs habitudes finissent par pas trop changer. Je suis pas sûr, par exemple, qu'il y ait beaucoup de gens qui boycottent aujourd'hui encore Air France à cause de l'accident du Rio-Paris. Et là, avec la White Star, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que des compagnies transatlantiques, il n'y en a pas 150. Parmi celles-là, il y a la White Star qui est quand même une des plus grosses. Et donc, malgré tout, pour beaucoup de gens, en particulier les émigrants qui, de toute façon, choisissent pas forcément trop les navires sur lesquels ils vont voyager parce que c'est des espèces d'agences de voyage qui s'en occupent pour eux, la White Star, ils continuent à y aller. Après, par contre, il y a le cas de l'Olympique. L'Olympique, c'est un peu plus problématique parce que là, on parle du jumeau du Titanic, que les deux navires sont quasiment similaires, que du coup, ça peut faire peur. Alors en plus, il y a ce problème-là qui est que, d'un coup, on vient de prendre conscience qu'il n'y avait pas assez de canaux sur le Titanic, mais que c'est le cas sur tous les grands paquebots en fait de l'époque. Alors il se met lui aussitôt, dès le premier jour de l'enquête d'ailleurs, le dit je viens de faire passer une motion pour que la White Star et toutes ses compagnies sœurs, parce qu'en plus la White Star fait partie d'un gros conglomérat à la tête duquel se trouve Ismay, je viens de faire passer une motion pour que plus aucun navire de ce conglomérat ne quitte le port sans avoir assez de canaux pour tout le monde. Ce qui pose des gros problèmes parce qu'en fait il y a pas mal de paquebots sur lesquels c'est juste matériellement pas possible pour la capacité de passagers pour lesquels ils étaient prévus. C'est-à-dire que on a des paquebots plus petits que le Titanic, mais qui devaient pouvoir contenir plus de monde parce qu'ils contenaient beaucoup de migrants qu'on pouvait transporter un peu plus entassés. Et ceux-là, on n'a pas la place pour mettre assez de canaux pour leur capacité maximale. Donc ça veut dire que du coup, on va devoir transporter moins de monde, donc sacrifier la rentabilité, quoi. Donc ça, c'est la première conséquence. Et puis pour un navire comme l'Olympique, où là, on a de la place pour mettre assez de canaux, encore faut-il les trouver. Et donc la White Star, notamment, va aller récupérer des canaux sur des navires militaires, des trucs comme ça, où on n'en a pas besoin tout de suite. Et il se trouve comme ça que 10 jours après le naufrage, il y a un mouvement de grève qui éclate à bord de l'Olympique, parce qu'on y a mis des canaux, mais que les chauffeurs et soutiers trouvent qu'il y en a une partie qui ne sont pas d'assez bonne qualité, que ce sont des trop vieux trucs, et qui ont peur, et qui se disent, forcément en plus, nous qui sommes de toute façon les plus mal classés sur la chaîne alimentaire sur le bateau, d'une certaine manière, c'est nous qu'on sauvera en dernier, si en plus on nous met dans des canaux pourris, ça va pas le faire. Donc il y a un mouvement de grève qui fait que l'Olympique ne peut pas faire cette traversée-là en avril 1912. Je crois qu'il en fait quelques-unes à l'été 1912, mais que il sous-performe pas mal. Les passagers se pressent pas énormément dessus. Et du coup, la compagnie, à l'hiver, comme c'est la période un peu morte, retire l'Olympique du marché et le transforme. Et du coup, il décide de renvoyer le bateau dans les chantiers, en fait, pour vraiment, là, c'est plus une opération de com qu'autre chose, parce que comme j'ai expliqué, la conception du Titanic n'est pas vraiment en défaut dans le cas du naufrage, c'est juste que c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est vraiment l'accident ultra improbable. Et donc, pour la plupart des navires, on va pas s'embêter. Mais pour l'Olympique, on va renforcer un petit peu les compartiments pour dire, voilà, même s'il y avait 6 compartiments touchés, comme ça a été le cas sur le Titanic, et maintenant, il pourra plus couler. On a transformé ça pour que, voilà. Donc, il y a ce genre de modifications qui sont faites. On investit beaucoup, ce qui fait comme ça, la White Star peut faire une grosse campagne de com début 1913 sur le fait que l'Olympique est virtuellement un nouveau navire et tout ça et tout ça.
Et très vite, les gens s'y pressent sans aucun souci. Et en 1913, la White Star fait certainement sa meilleure année. Il n'y a pas de problème. Et après, par contre, ce qui va poser problème, c'est la Première Guerre mondiale qui, là, va venir pourrir totalement la ligne, évidemment. Mais voilà, autrement, le naufrage du Titanic, finalement, n'a pas eu de conséquences affreuses. Si ce n'est qu'évidemment, on a essayé de mettre un peu l'histoire sous le tapis. Notamment, c'est un fait que les 4 officiers survivants du Titanic n'ont pas eu de commandement. Aucun n'est devenu commandant parce que peut-être qu'on voulait pas justement mettre en avant des gens qui étaient un petit peu trop étiquetés avec cette histoire. Donc voilà, il y a sûrement eu ça, mais et puis autre conséquence surtout pour Ismay qui a servi de fusible. Sauf qu'en fait Ismay, on sait que avant le départ du Titanic, il envisageait déjà de se retirer de la direction de cette compagnie parce qu'il avait la cinquantaine et qu'il commençait à trouver que c'était quand même beaucoup de travail et qu'il tenait plus trop. Donc il avait envisagé de se retirer, puis finalement après le naufrage il s'est dit peut-être qu'il vaut mieux que je reste parce que ça va être tendu, et c'est le moment où les autres l'ont viré en fait. Ils lui ont dit non, il faut que tu dégages, il faut que ta tête saute pour protéger la compagnie. Et du coup, qu'est-ce qui est devenu la White Star par la suite? Parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une entreprise qui l'a racheté ou... Alors, la White Star a survécu à la guerre plutôt bien. Du coup, pendant la Première Guerre mondiale, comme on en a parlé dans notre vidéo sur les paquebots en guerre, ces paquebots ont été réquisitionnés. Elle y a perdu notamment le Britannique, le 3e navire de la série, qui lui aussi, du coup, n'a jamais fait une traversée commerciale, puisqu'il s'est mangé une mine, en fait. Elle y a perdu quelques autres navires, mais moins que d'autres. Elle a été dédommagée avec des navires allemands après-guerre, donc finalement, elle s'en est plutôt pas mal sortie. Dans les années 20, ça reste une compagnie très très populaire. Et puis arrive la crise de 29. Et alors déjà, avant ça, elle avait un petit souci, c'est que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la White Star, en 1902, avait été rachetée par un gros conglomérat américain. Et puis finalement, ce conglomérat, après la guerre, voulait se débarrasser de la White Star parce que le monopole n'avait pas réussi à s'imposer et que du coup, il voulait s'en débarrasser pour se soulager un petit peu de ce côté-là et se recentrer sur les États-Unis. Et donc en 27, ils revendent la White Star à un Britannique qui possède énormément de compagnies, Lord Kilsant. Sauf que Lord Kilsant est un gros charlatan, un gros arnaqueur qui commence à bidouiller les comptes, à mentir au trésor public. Enfin, il y a des histoires complètement ubuesques. Ce qui fait que non seulement la compagnie se retrouve heurtée par la crise économique de 29 qui tue toutes les compagnies maritimes, comme il y a beaucoup moins de passagers, il y a beaucoup moins de bénéfices. Mais en plus, la White Star a à sa tête un charlatan qui a des soucis avec la justice et qui se fait emprisonner en 1931. Et donc forcément, c'est un peu plus compliqué d'affronter la crise. Ce qui fait que en 1933-1934, c'est des années très dures pour la White Star et puis pour sa rivale, la Cunard Line. Et on a un certain Neville Chamberlain que vous connaissez peut-être pour avoir été ce ministre britannique qui a trouvé que Hitler était un brave type avec qui la paix était assurée en septembre 1938. Eh bien, Chamberlain, avant ça, était ministre de l'économie, chancelier de l'Échiquier. Et il voulait créer une grande compagnie maritime britannique. Et du coup, il a poussé à la fusion de la White Star et de sa rivale, la Cunard. Et comme la White Star des deux entreprises était celle qui était un peu la plus fragile, c'est la White Star qui a fini par être absorbée. Et aujourd'hui, par contre, donc pendant un temps, ça a été la Cunard White Star, et puis finalement, après la guerre, c'est devenu juste la Cunard. Mais aujourd'hui, la Cunard existe encore, et donc théoriquement, c'est un morceau de la White Star, quoi. On n'a pas trop parlé des conditions de voyage à bord du Titanic qui devait être... Ça coûtait cher un billet ? Ouais, est-ce que ça coûte cher ? Combien de temps dure la traversée ? On imagine qu'effectivement les conditions sont pas les mêmes en troisième et en première. Enfin en première, d'ailleurs ça s'appelle pas la première, j'imagine, c'est un autre nom, je sais plus. Alors si, c'est première, deuxième et troisième classe à cette époque, il y a pas de problème de ce côté-là. Alors combien ça coûte ? Ça c'est une question qui est compliquée. Parce que le problème, c'est qu'en plus, les sommes de l'époque, en livres sterling notamment, ne sont plus du tout parlantes aujourd'hui. Par exemple, si je vous donne le salaire annuel du capitaine Smith, qui est un salaire colossal, il touche 1200 livres par an. Donc nous, 1200 livres, ça paraît ridicule, mais pour lui, c'est un salaire colossal, parce qu'à côté de ça, un marin, par exemple, va toucher 5 livres ou 6 livres par mois. Et un officier va en toucher peut-être, selon son grade, entre 17 et 25 par mois.
Donc il y a vraiment cette différence profonde là qui fait que si je vous donne des sommes par exemple, ça ne vous parlera pas du tout. Pour un voyage en 3e classe, une place en 3e classe, on considère que c'est à peu près 2 mois de salaire d'un ouvrier. Donc voilà, ça veut dire que tu veux partir avec toute ta petite famille aux États-Unis, ça peut représenter un an d'économie, par exemple, pour un voyage en 3e classe. Et donc la 2e classe va être un petit peu plus chère, et la 1re classe, ça va être... Alors là, à l'intérieur de la 1re classe, il y a des différences énormes en fait, et c'est ça qui est encore plus problématique. C'est que les différences selon la cabine que tu prends peuvent aller, je crois, tu peux avoir des passagers qui payent 10 fois plus que les autres. Donc voilà, je crois que il y a certaines cabines, une cabine de 1re classe classique, ça va être 25 livres sterling, donc un mois de salaire d'un officier, mais la suite la plus chère, c'est 870 livres sterling. Ouais. Donc de 25 à 870, ça fait une grande différence, ce qui fait que à l'intérieur même en fait de la 1re classe, il va y avoir des différences de statut social aussi un petit peu quoi, parce que tout le monde n'a pas la même fortune. Donc il y a ça qui joue. Donc ça c'est pour les tarifs. Après alors le voyage sur le Titanic il dure 1 semaine. Donc voilà, c'est pas très long, sachant que les paquebots les plus rapides font la traversée entre 5 et 6 jours, donc 1 semaine c'est pas mal quoi. Et pour ce qui est des conditions de voyage, globalement le Titanic offre ce qui se fait de mieux à toutes les classes. C'est-à-dire que par exemple en 3e classe, les passagers déjà, chose inédite à l'époque sur les navires, voyagent tous dans des cabines. Alors des cabines qui peuvent aller de 2 à 10 personnes, mais à la même époque, par exemple, 1 semaine après le Titanic, il y a le France qui fait son voyage inaugural, le 2e France, pas celui qu'on connaît plus récent. Et sur ce paquebot France-là, il y a encore des dortoirs avec, je pense, plus d'une centaine de personnes dans un même dortoir. Donc là, ça fait une différence assez énorme. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le Titanic, les passagers de 3e classe, par exemple, vont avoir une salle à manger, alors que sur beaucoup de paquebots, ils mangent dans leur dortoir. Ou d'ailleurs, ils mangent là où ils peuvent. On leur sert dans des timbales et puis ils se débrouillent. Donc là, sur le Titanic, ils ont une salle à manger avec des nappes, des couverts. Ça a l'air anodin comme ça, mais sur d'autres navires, on leur file juste une timbale, une fourchette, et puis débrouille-toi. Là, ils ont vraiment des gens qui viennent leur faire le service. Ils ont des menus sur lesquels on leur indique que s'ils sont pas contents du service, ils peuvent se plaindre. Enfin, on les traite comme des clients, quoi. C'est déjà quelque chose, alors qui n'est pas unique, parce que sur les navires de la White Star Line, ça commence à être généralisé sur la ligne qui part du Royaume-Uni. Mais par contre, si tu prends un bateau de la White Star qui part d'Italie, là, t'as plutôt justement le coup de la timbale et puis le cuisinier qui te file tes spaghettis avec pas trop d'asticots si t'as de la chance, quoi. Donc c'est vraiment une différence assez profonde. Et donc la 3e classe du Titanic, c'est supérieur certainement à la 1re classe de paquebot de 30 ans avant, quoi. Donc on est vraiment sur quelque chose de bien. Et un passager de 3e classe du Titanic, si on tient pas compte du naufrage, a beaucoup de chance. La 2e classe, on va être sur quelque chose qui est plutôt pour de la classe moyenne, mais assez supérieure. Ça va être des ingénieurs, des professeurs, des ecclésiastiques, un petit peu tout ce genre de personnes-là. Là, pour le coup, on est vraiment sur une classe où on va te proposer des salons, une bibliothèque, des choses comme ça. Et puis la 1re classe, là, vraiment, c'est l'élite, mais avec toutes les différences de statut que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et là, on a déjà plus de distractions, on a un gymnase, des bains turcs, des choses comme ça. Et on avait des équipements un peu remarquables par rapport à d'autres navires ou pas? Parce que chaque navire peut-être avait une spécificité, un truc qui mettait en avant par rapport à un autre pour vendre le billet, non? Alors on est à une époque où la taille des navires augmente très vite, et l'avantage de la taille, c'est que ça permet de mettre plus de choses. Donc ça, c'est cool. Cela dit, le Titanic, il y a d'autres navires qui sont déjà passés un petit peu en éclaireur au sein de la White Star. C'est-à-dire que par exemple, le Titanic a une nouveauté relative qui est sa piscine.
Mais la White Star avait déjà voie. tenté le coup 5 ans avant avec l'Adriatique. Donc c'est nouveau mais pas trop. À bord d'un navire, en plus, c'est toujours particulier parce qu'un navire ça bouge. Donc la piscine, si ça bouge trop, il faut la vider parce que sinon ça déborde forcément. Donc c'est là aussi des enjeux qui étaient pas évidents. Et donc là, ils ont fait ce coup-là. Il y a des bains turcs. Alors ça, c'est assez particulier. Mais on est à une époque où il y a toute une tout un orientalisme qui s'exprime chez Jean Riche. C'est l'époque des voyages en Égypte. D'ailleurs, par exemple, des passagers comme John Jacob Astor et Margaret Brown reviennent d'Égypte. Ils sont allés passer leurs vacances en Égypte. Et puis, du coup, il y a tout cet attrait-là pour l'Orient mystérieux, tout ça. Donc on a des bains turcs avec une décoration à l'orientale et tout, et avec cette idée en plus que le bain de vapeur c'est bon pour le corps. Notamment il y a une chaise qui sert de balance en fait à l'entrée. Ce qui fait que tu te pèses à l'entrée, tu te pèses à la sortie pour vérifier si t'as pas perdu un peu de poids. Puis bon, comme t'as pas mal transpiré, en fait t'as perdu du coup un petit peu de poids, donc tu peux ressortir en étant tout content, même si c'est des conneries dans les faits. Et alors sur le Titanic et l'Olympique, ils sont très contents, ils ont même investi dans des bains électriques qui sont, alors ça ressemble un peu à une espèce de cercueil. Dans lequel tu rentres, t'as juste la tête à l'extérieur et puis t'as ce bain de vapeur qui te réchauffe électriquement. Sauf que là, on sait que ça a pas dû bien marcher parce que sur l'Olympique, il y en avait 2 et sur le Titanic, ils en ont mis qu'1. Donc on suppose que c'est parce que les passagers n'y allaient pas assez et que du coup, on a réduit la capacité parce que ça marchait moyen. Et d'ailleurs, sur les bains turcs du Titanic, on a le témoignage d'une passagère qui, dans son journal intime, écrit que le dimanche 14 avril, avant le naufrage et avant de savoir que le Titanic allait couler, elle est allée, je crois, avec sa bonne, passer la matinée au bain turc et que ça a été la pire expérience de sa vie parce que vraiment c'était affreux, il faisait chaud, c'était pas bien quoi. Mais donc il y a cette nouveauté là, il y a un gymnase aussi qui est quelque chose d'assez rare sur les paquebots de l'époque, mais voilà, on est sur des trucs qui commencent à arriver. Et ça me fait penser, t'as une idée de comment ils font aujourd'hui pour avoir des piscines sur les navires? Il y a un système de stabilisation en dessous Je sais pas. Alors déjà, comme on est sur des très gros navires, plus le navire est gros, plus il va avoir tendance à être stable. En général, s'il est bien foutu. On a aussi des systèmes, des stabilisateurs, des trucs comme ça, donc je pense qu'un navire d'aujourd'hui est nettement plus stable qu'à l'époque. Mais par exemple, le Titanic est connu pour être très stable, justement. Les passagers disaient qu'ils sentaient rien à bord du Titanic, alors que sur d'autres navires de la même époque, il y avait par exemple le Deutschland qu'on surnommait le shaker à cocktail, parce que quand le truc accélérait, ça devenait invivable. Donc c'est très variable. Après, on est sur des paquebots de croisière aussi, donc qui font des voyages un peu plus lents, qui vont dans des mers plus calmes. Globalement, je pense pas que les gros paquebots de la Royal Caribbean, ils traversent souvent l'Atlantique Nord qui est très agité, ils restent plutôt dans des mers un peu plus calmes, donc c'est moins problématique aussi. Il y avait une salle de gym, et alors c'est assez intéressant les objets qu'il y avait, parce que c'est pas du tout ce qu'on pourrait trouver dans une salle de gym aujourd'hui. Alors on a des trucs qui nous semblent familiers, par exemple on a un rameur. On a des vélos, alors avec en plus des aiguilles qui indiquent la distance parcourue. On a un punching ball, mais on a aussi ce qu'on appelle le chameau électrique et le cheval électrique. Ce sont en fait des espèces de fausses selles qui bougent pour simuler le mouvement du cheval et du chameau. Et alors, visiblement, ça aussi, on leur attribuait des vertus thérapeutiques à l'époque. Ah bah écoute, oui, rire et s'amuser, c'est bon pour la santé. Et alors pour le coup, là, le gymnase du Titanic a été pas mal photographié, et donc on a plusieurs photos, notamment du professeur de gym du Titanic s'exerçant au rameur, et du fameux Laurence Bisley dont je parlais tout à l'heure, qui voyageait en 2e classe, mais qui a réussi à s'incruster en première avant le départ, et qui s'est fait photographier par un journaliste pendant qu'il faisait du vélo avec une copine qui l'avait accompagné à bord avant le départ. Donc c'est assez sympa. Sur la photo là que vous voyez, du coup, vous avez effectivement le gymnase. Donc du coup, vous avez le professeur de gym en blanc qui fait du rameur. Donc quelqu'un sur le chat demandait s'il a survécu. Non, il est mort dans le naufrage. Et celui que vous voyez au fond là avec sa petite casquette juchée sur un truc bizarre, c'est justement quelqu'un qui teste le cheval électrique. C'est un employé des chantiers, puisqu'en fait il y avait un groupe de 9 personnes, dont Thomas Andrews, l'architecte naval, qui faisait le voyage à bord pour tester un petit peu tout à bord, faire les petites réparations dont il pouvait y avoir besoin de faire, ce genre de choses.
Et donc les 9 membres de ce qu'on appelle ce groupe de garantie sont aussi morts. Et donc là, je crois que c'est un apprenti électricien qui était là pour vérifier que tout marchait bien. Donc là, alors la dame qu'on voit au premier plan n'a pas fait le voyage. C'était juste une amie de passage pour visiter le bateau avant le départ. Mais celui au fond, c'est le fameux Lawrence Beasley, qui est un des rares hommes de 2e classe à avoir survécu au naufrage et qui a raconté son histoire. Et donc là, on est peut-être une demi-heure avant le départ, en fait. Les passagers ont le droit de visiter un petit peu tout le navire. Et Beasley et sa copine se sont retrouvés dans ce gymnase. Ils pédalent et ils racontent dans son bouquin qu'à un moment, ils ont vu débarquer des gars avec un appareil photo et que c'était en fait un journaliste. Et donc, leur belle photo s'est retrouvée ensuite dans le journal, quoi. Et du coup, les photos qu'on a récupérées, là, il y a quelqu'un qui demande, c'est que des photos de rescapés qui du coup avaient. Enfin, on n'a pas retrouvé de photos dans l'eau, on est d'accord? Alors. Non, on n'a pas retrouvé de photos dans l'eau et on n'a pas retrouvé de photos de gens, même. Enfin, les gens qui ont survécu n'ont pas survécu avec des appareils photos. Ce qui fait que les seules photos du voyage qu'on a, ce sont les photos des quelques gens qui, comme le père Brown dont je parlais tout à l'heure, voyageaient en fait entre Southampton et puis Queenstown et qui du coup ont débarqué le 11 et ont pu les développer. Et puis autrement, on a les journalistes aussi qui sont montés pendant les différentes escales et qui ont pris quelques photos. Ce qui fait qu'on a quelques photos qui sont du coup souvent les dernières photos en fait de gens en vie, hein, puisque il y a certains de ces personnages qu'on a pu revu ensuite de l'autre côté. Les dernières photos. Je savais pas qu'il y avait eu des escales avant. Ouais, en fait, le Titanic partait de Southampton, du coup, en Angleterre. Il s'arrêtait à Cherbourg pour récupérer. Là, c'était souvent des passagers assez fortunés à Cherbourg qui venaient d'Europe continentale. Et puis ensuite, il s'arrêtait à Queenstown, en Irlande, où là, c'était pour récupérer surtout des immigrés irlandais. Et après, il partait pour New York. Ce qui fait que, théoriquement, il y a des gens qui ont pu prendre le Titanic uniquement pour traverser la Manche. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Ah, on a la salle à manger de l'Olympique, regardez, c'est magnifique. Ouais, et si vous regardez dans le détail, là, sur les tables, vous voyez qu'il y a des espèces de petits rebords. Et en fait, c'est pour pas que les plats et les assiettes passent par-dessus le bord de la table en cas de roulis. Parce qu'on est sur un bateau, donc il faut toujours penser à ce genre de choses. On le voit sûrement pas, mais au niveau des pieds de chaise aussi, il y a tout un tas de systèmes pour faire en sorte que les chaises puissent se déplacer un petit peu pour qu'on puisse s'asseoir et tout. Je pense pas qu'on le voit sur la photo, mais il y a des systèmes pour en fait les accrocher quand même quelque part au sol, tout en pouvant les laisser relativement libres de leur mouvement. Mais je sais pas si j'arrive pas à voir avec la photo. J'avoue, je saurais pas distinguer, mais je sais que ça existe et que c'est assez fréquent, notamment pour éviter que les fauteuils par exemple ou des pièces de mobilier lourdes aillent valdinguer si jamais il y a une vague ou un truc comme ça, parce que ça arrive, hein, par exemple l'Olympique une fois s'est mangé un tsunami. Donc un tsunami en pleine mer, c'est pas forcément violemment ressenti, mais ça secoue un peu, quoi. Donc il y a des fois, oui, c'est un peu violent. Des fois on se mange des vagues qui cassent les fenêtres et qui arrivent jusqu'au pont supérieur. Alors celle-là elle est sympa aussi, c'est le Café Parisien. C'est un café qui avait été, alors pour le coup, qui n'était pas originellement sur l'Olympique, et ils ont rajouté ça sur le Titanic parce qu'ils trouvaient ça sympa. Parce que juste à côté, il y avait ce qu'on appelait le restaurant à la carte, qui n'était pas la salle à manger principale, mais qui était un restaurant indépendant tenu par une équipe franco-italienne. Et là, c'était vraiment de la grosse gastronomie. Il fallait payer un supplément et tout ça. Et donc ce café-là avait pour but aussi de donner une petite ambiance terrasse parisienne, quoi. Donc il y a des fausses. Alors là, bon, comme c'est une photo qui a dû être prise dans les chantiers, il n'y a pas encore toute la verdure qui a été installée au mur, mais il y avait vraiment une ambiance assez extérieure, bizarrement, dans le navire. Et donc là, on sait par exemple que dans cette pièce-là, au moment du naufrage, il y avait 3 passagers français qui étaient en train de jouer au bridge avec un pote au moment de la collision, avec un pote américain. Et les 3 passagers français, du coup, ont embarqué leurs cartes et ont pu survivre parce qu'ils étaient tous les 3 célibataires. Et leur pote américain, par contre, est parti chercher sa femme et du coup, sa femme a été sauvée, mais lui n'a pas pu monter dans un canot. C'est assez fou de se dire que tout ça a plus de 100 ans. Et tu te dis, en fait, avec la masse de photos et de vidéos qu'on a aujourd'hui sur tout, ça va être oufissime dans 100 ans ou 200 ans en fait.
Bah, c'est ça, parce que sur le Titanic, par exemple, je crois qu'on a 30 photos de l'intérieur du Titanic. Là, par exemple, la photo que tu montres là, c'est le fumoir de l'Olympique, ouais. Et ça doit même être peut-être plus tard qu'au tout début. Bon, le Titanic, a priori, lui ressemblait, mais on n'a pas de photo du fumoir du Titanic. Parce qu'en fait, comme le Titanic, il arrivait en deuxième, les constructeurs n'ont pas jugé utile de prendre des photos supplémentaires des espaces qui existaient déjà. Donc, ce qu'ils ont photographié souvent, c'est ce qui était différent. Le gymnase était un peu différent de l'Olympique, par exemple, donc ils l'ont photographié. Le café parisien était nouveau, ils l'ont photographié. Ça, par contre, a priori, c'était à peu près semblable. Et un truc intéressant, c'est que les vitraux que vous voyez sur la gauche, là, et pourquoi la pièce a cette forme bizarre, en fait, le fumoir, quand on regarde le plan, c'est un U. Bah, c'est que les vitraux et tout ça, ils cachent, en fait, ils cachent tout le conduit de la 4e cheminée. Parce qu'on est sur un bateau, et que du coup, bah, par exemple, il y a 3 cheminées qui coupent le navire à plusieurs endroits, et qu'il faut les planquer. Donc, on met des trucs autour. Et donc, on doit construire autour, comme ça, et on doit s'adapter à ce genre d'inconvénients. Alors bon, celui-là, oui, il est très chargé, c'est pour le coup style français, là, style. Et alors, par contre, le Titanic, globalement, on est sur de la décoration qui reste relativement sobre par rapport au paquebot allemand, à part cette pièce qui là est vraiment très chargée, mais les paquebots allemands, c'est ça puissance 1000. Et globalement, le Titanic, on restait à peu près sobre, quoi. Presque. Ah ouais, tu vois le. Ouais. On a du mal à te croire quand tu dis là, ça, voilà, tu vois. On est sur du lourd quand même. Et puis là, par exemple, on est sur une pièce vraiment où les passagers convergent beaucoup. C'est-à-dire que c'est là que tu vas lire, prendre un verre, discuter avec des gens. Donc c'est un endroit où il y a de la circulation toute la journée, quoi. Après, on a la illustration de la salle de lecture. Ouais, alors celle-là, visiblement, elle plaisait moins. Alors c'était en fait, le fumoir était réservé aux hommes, et donc du coup, le salon de lecture et de correspondance était considéré, même s'il était mixte, mais c'était considéré plutôt comme une pièce pour femmes. Et on sait qu'il était suffisamment sous-fréquenté pour que dans le bateau suivant, le Britannique, ils l'ont réduit. En fait, ils ont réduit la taille de la pièce parce qu'ils se sont dit, s'il n'y a pas trop de monde qui y va, on va réduire et on va mettre des cabines à la place. Donc c'est aussi ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un bateau, ça évolue dans le temps. En fait, on le transforme aussi au fur et à mesure de son évolution, parce que tout ce que vous voyez là, les panneaux décoratifs, par exemple, toutes les boiseries et tout ça, c'est des trucs qu'on peut enlever. C'est des trucs qu'on peut retirer facilement. Par exemple, quand le navire va avoir un service de guerre, on enlève les boiseries, et puis on garde que l'acier qui est derrière, que le lino qui est sous la moquette, et ainsi de suite. Et ça permet de protéger les éléments décoratifs. Donc c'est assez dingue. Alors ça, c'est une photo, oui, qui a été faite par leur syndicat, je crois, juste après. Alors pour la petite histoire, là, ils sont que 7 sur les 8, parce que la famille du musicien français n'avait pas eu le temps d'envoyer la photo. Et celui qui est au milieu, c'est Wallace Hartley, du coup, le chef d'orchestre. Et donc tous les autres. Alors on est sur des gens qui étaient assez jeunes, hein, je crois que la plupart avaient la trentaine, voire un peu moins. Bricou, le français, il avait la vingtaine, je pense. C'était vraiment des gens assez jeunes. Et oui, Bricou, il me semble qu'il y a eu toute une histoire aussi autour du fait que pendant la guerre, on l'a noté comme déserteur, sauf qu'il était mort 2 ans avant. Donc forcément, ça jouait. Ça expliquait qu'il ne soit pas présenté lors de la mobilisation générale. Pourquoi les cheminées étaient inclinées, on demande. Parce que les cheminées... alors je pense qu'il y a des questions d'aérodynamisme, et puis surtout je pense que c'était aussi pour essayer de faire en sorte que les fumées ressortent plutôt vers l'arrière. Parce que si elles étaient retombées un peu trop sur le pont, ça aurait vraiment été désagréable. Après, il faut imaginer qu'un paquebot comme ça produit énormément de suie. Je sais que c'est un cauchemar, notamment pour les matelots qui doivent très fréquemment nettoyer, repeindre et tout ça, parce que ça s'encrasse tout le temps, en fait. C'est vraiment dégoûtant. Et donc on doit repeindre en permanence, on doit nettoyer en permanence, c'est très vite dégueulasse. Alors la salle de réception, en fait, c'est que vous avez sur toute la hauteur du Titanic, enfin toute la hauteur de la première classe, vous avez ce grand escalier qui dessert les différents ponts, qui permet aux passagers ensuite d'accéder à toute la hauteur du navire.
Et cette salle de réception, en fait, elle est juste à côté de la salle à manger. Et c'est l'endroit où on se retrouve avant le repas, parce que le repas, c'est vraiment le moment où on sociabilise beaucoup. Et c'est l'endroit aussi où on se retrouve après pour écouter l'orchestre, justement, avant d'aller se coucher. Et on sait que sur l'Olympique, en fait, ils se sont rendus compte que la salle de réception, là, ça a pas l'air comme ça, mais était trop petite pour le nombre de personnes qui voulaient assister à l'orchestre, tellement c'était populaire. Il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde, les gens s'asseyaient sur les marches, enfin... et donc, sur le Titanic, ils ont encore essayé de trouver le moyen de repousser littéralement les murs comme ils ont pu et de rajouter des chaises là où ils pouvaient, parce que vraiment l'endroit était très populaire, par exemple. Il y a Nikesh qui nous demande s'il existe toujours aujourd'hui des bateaux de cette époque, ou est-ce qu'ils ont tous été démontés? Alors, des paquebots de cette époque, pas à ma connaissance. Par contre, il y a le Nomadic, qui était le transborder du Titanic à Cherbourg, c'est-à-dire un petit navire qui servait à aller du quai jusqu'au paquebot, qui a été restauré, qui a été conservé jusqu'à nos jours et qui a été restauré, qui est aujourd'hui à Belfast. Et ça ressemble beaucoup à l'intérieur, enfin dans le style, ça ressemble beaucoup. Il y a un air de famille avec le Titanic et les navires de cette époque. Alors on a la promenade. Ah, c'est tellement beau. Alors ouais, là pour le coup c'est le Titanic. Là pour le coup c'est le Titanic le jour du départ, enfin le jour de son grand départ, puisque là on est vraiment le jour où il part d'Irlande. Juste avant, c'est un journaliste qui prend cette photo là, et donc on a ce pont promenade qui fait tout le tour en fait du bateau pour permettre aux passagers de se reposer, de se balader. Et chose qui permet justement de le différencier de l'Olympique, c'est que cette promenade, on voit là d'ailleurs que c'est ouvert sur l'extérieur, mais sur toute la partie avant, elle est fermée par des petites vitres, ce qui n'était pas le cas sur l'Olympique. Et puis on s'est rendu compte que comme on est sur l'Atlantique Nord et qu'il fait souvent moche, c'est bien d'avoir une partie qui soit un peu plus fermée, un peu moins exposée au vent, au courant d'air, tout ça, parce que je pense que autrement les passagers devaient assez souvent se cailler. Et d'ailleurs parce que là on est sur les installations de la première classe. Première classe, ouais. Dans le film, il me semble, la première classe, elle est au-dessus, au plein air, non? Alors, en fait, c'est qu'il y a aussi le pont au-dessus qui va servir pour la première classe. Ils ont plusieurs ponts extérieurs, en fait. Et le pont au-dessus et en plein air, c'est le pont où il y a les embarcations. Et donc, oui, ils peuvent aussi se promener là-haut. Mais on va dire, c'est un pont qui est un peu moins fréquenté parce que, alors ça, c'est pas du tout le Titanic, par contre, hein, ces jeux de pont-là. Mais effectivement, c'est des activités qu'on y pratique. Mais donc, le pont de plein air, justement, où on les voit aussi marcher dans le film, là, pour le coup, c'est un pont qui est plus dédié aux jeux et aux trucs comme ça. Et puis aussi, il faut gérer le fait qu'il y a l'équipage qui y travaille assez fréquemment. Donc, on essaie d'y être un peu moins, peut-être. Le fameux. Alors oui, là on est sur le grand escalier. Alors là on est sur l'Olympique et je pense que c'est plutôt sur la fin de sa carrière. Au départ il devait être un peu moins sombre, peut-être. Je sais pas, parce que je sais que sur la fin de sa carrière ils ont eu la bonne idée de le repeindre en vert avocat pour s'adapter au goût de l'époque. Ah, c'est vrai qu'on avait du goût à l'époque, visiblement. Voilà. On est sur des bateaux qui doivent durer 25 ans, en fait, donc on les adapte au mode du moment. Et des fois, ça donne des trucs un peu bizarres, effectivement. D'où le verre avocat. Ah, on a les suites. Alors là, on a la cabine B51 du Titanic, l'une des suites des millionnaires. Ouais. Alors oui, celle-là, c'est des suites justement qui avaient été rajoutées par rapport à l'Olympique. Ils se sont dit, quitte à faire des grosses cabines, donc là on est vraiment sur les cabines les plus chères, les plus luxueuses, hein, et ils se sont dit, quitte à en faire, autant en faire dès qu'il y a la classe. Et donc sur ces cabines-là, tu as un salon, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cabines. Donc ça, c'est le salon justement qu'on voit. Tu as 2 chambres et tu as une promenade privée. Donc d'ailleurs dans le film, c'est Rose occupe une de ces cabines là, parce qu'évidemment Cameron voulait nous la montrer sous tous les détails, cette cabine. Ça aurait été trop beau ça aurait été trop con de passer à côté. Et donc là, cette cabine-là, en fait, on sait par qui elle était occupée. Elle était occupée par Madame Charlotte Cardeza, une femme très riche, dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, parce que c'est elle qui avait une quinzaine de mâles et une liste de bijoux qui tenait sur 4 pages. Et elle voyageait avec son fils. Alors je sais même pas ce qu'elle faisait, cette dame. Je pense qu'elle était juste riche par son mariage. Et elle faisait beaucoup de safaris, de choses comme ça. Et du coup, là, elle revenait d'un grand périple un peu partout dans le monde.
Donc elle avait cette grande suite avec une cheminée. Alors cheminée qui sur le navire, à part une des cheminées à bord, toutes les autres étaient artificielles, c'est-à-dire que c'était des radiateurs électriques à l'intérieur en fait. Parce que faire un feu sur un bateau, c'est quand même un peu con. Donc il vaut mieux le surveiller de très près, donc on laissait pas ça dans les cabines. Mais autrement, là on est sur une décoration. Bon alors celle-là je trouve relativement sobre. On en a certaines qui sont plus chargées dans les cabines. Dans les cabines, on en a des avec de la moquette au mur et des trucs comme ça. Là, il y a on voit de l'espèce de c'est du vrai marbre qu'on a sur le côté là. Alors je saurais pas dire. Je pense. Alors sur le Titanic, il y a sûrement pas mal de faux. Notamment, il y a des carrelages qui sont en fait beaucoup de lino, plus facile à enlever. Donc le marbre, je saurais pas dire s'ils ont poussé le vis jusqu'à en mettre du vrai ou pas. Peut-être, hein, c'est pas totalement impossible. Donc, on est actuellement sur la cabine B58 du Titanic, de style Louis XVI, nous dit-on. Ouais, bah là on est sur du. Alors ça reste pareil. Là on est dans des cabines chères, c'est-à-dire qu'en gros au milieu des ponts B et C, qui sont les endroits les plus confortables du navire, c'est là qu'on va trouver vraiment les cabines qui sont chères et bien foutues comme celle-là. Et l'avantage c'est qu'on est, alors comme on trouve souvent dans les hôtels d'ailleurs, on a des portes de communication. Là on en voit une à droite qui est en fait une porte de communication vers la cabine voisine. Et comme ça, par exemple, je sais pas, vous voyagez avec votre famille, vous réservez 2 cabines contiguës et vous avez un appartement, quoi. Donc ça, c'est vachement pratique, quoi. Et souvent, alors là on est sur des cabines extérieures, du coup, qui donnent sur la mer, et souvent les cabines intérieures qui sont un peu plus petites, qui n'ont pas vue sur la mer et qui du coup sont moins prestigieuses, peuvent aussi servir éventuellement à loger les domestiques, par exemple, qui comme ça sont à portée de main, parce que bon, quand on voyage avec un valet, on a envie que le valet vienne facilement vous aider à vous habiller avant le repas, ce genre de truc. Donc ça aide. Et là, on a une cabine style hollandais ancien. 59. Voilà, donc là aussi, on est sur du très chic. Mais alors, là, sur la page Wikipédia, je ne trouve pas de cabine standard. Je vais essayer de vous en trouver une quand même pour vous montrer le contraste et pour vous montrer dans quoi voyagent la plupart des passagers de première classe en réalité. Vous allez voir que c'est beaucoup plus cheap. Ah oui, c'est plus sommaire déjà. Voilà. Donc là, on est sur de la cabine classique de première classe. C'est la grande majorité des cabines qui sont comme ça. Voilà. Et donc là, effectivement, alors c'est avec WC sur le palier et ainsi de suite. Hein, et c'est donc la grande majorité des passagers qui sont dans ces conditions-là. Mais par exemple, pour l'époque, c'est très bien. Hein, c'est-à-dire que on a le témoignage de Lady Duff Gordon, qui est donc une aristocrate britannique quand même, hein, c'est pas rien, qui voyage dans une cabine de ce genre-là et qui dit qu'elle trouvait sa cabine vraiment ravissante, que c'était vraiment magnifique. Hein. Donc, pour l'époque, c'est déjà... voilà. Alors qu'aujourd'hui, effectivement... C'est la plupart des passagers de première classe. Voilà. En deuxième classe, on va avoir quelque chose d'à peu près similaire. La principale différence, je pense, c'est qu'il n'y aura pas l'eau courante. À la place, c'est les stewards qui viennent remplir un bassin, une bassine, quoi. Mais autrement, on reste dans quelque chose d'à peu près similaire. Je pense que, de toute façon, bah oui, il y a une page aussi sur la deuxième classe sur Wikipédia. Donc là, voilà, dessin d'époque. Normalement, en zoomant, oui, bah, vous voyez, là, c'est effectivement, il y a une espèce de meuble de toilette qui est assez standard sur les navires, et puis où on trouve de quoi poser une bassine d'eau, par exemple, pour se laver. Vous avez aussi les fameuses carafes avec des verres, parce que comme il n'y a pas l'eau courante dans la cabine, c'est plus pratique d'avoir ça à portée de main et de se faire remplir ça par un steward, parce qu'en deuxième classe, on a quand même ce genre de service. Et puis, comme là, on est sur des cabines qui sont pour 2 à 4 personnes, parce qu'il y a des canapés qui se transforment en lit. On a même des rideaux pour un peu de vie privée quand le navire est vraiment plein. Et alors, je trouve cette cabine-là, oui, mais ça, on va le voir aussi sur les photos, je pense. Oui, il y a une des photos aussi où on le voit. Alors déjà, vous voyez le rideau devant le canapé pour camoufler le canapé, pour en faire un lieu un peu plus intime. Et puis pareil devant le lit pour créer de l'intimité. Et vous voyez aussi qu'au fond, là, le mur de droite, il va pas jusqu'au bout. Vous voyez qu'il va pas jusqu'au fond, comme s'il y avait une extension. Et en fait, c'est qu'il y a effectivement une extension. Parce que là, on est sur une cabine intérieure,
Et pour qu'elle ait quand même vue sur la mer, eh ben on a fait une petite extension qui permet d'arriver jusqu'au bord du navire, jusqu'au hublot en fait. La cabine est en forme de L pour arriver quand même jusqu'à l'extérieur, pour que le passager ait quand même vue sur la mer un petit peu. Et puis sinon là sur la droite, là le mur que vous voyez contre le canapé, ben, c'est le mur de la cabine voisine. Ce qui fait qu'on s'arrange, en fait, ça donne des plans assez bizarres pour s'arranger vraiment pour que on vous donne vue sur la mer quand même. Donc les passagers de deuxième classe sont très très bien traités sur le Titanic. Même si on voit que côté déco, bah, par exemple, le plafond, on n'a pas camouflé on n'a pas camouflé l'acier, ce genre de choses. Oh, on a la bibliothèque. Ouais, bah, la bibliothèque, c'est vraiment là pour le coup une des pièces qui vont servir de salon en fait, et de pièces vraiment de convivialité pour les passagers. Ils ont un fumoir aussi pour les hommes juste au-dessus. Et là pour le coup, je vous parlais tout à l'heure de Lawrence Beasley qui nous a raconté son expérience sur le Titanic. Il y a tout un passage dans son livre où il nous raconte justement son dimanche après-midi, le dernier jour avant le naufrage, où il était dans cette bibliothèque. Et il a des souvenirs très photographiques. Il nous dit voilà, à ma gauche, il y avait deux prêtres, un allemand et un irlandais qui discutaient de la Bible. Et puis à ma droite, il y avait ce cinéaste qui était en train de parler à sa jeune femme, et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive. Sa description est tellement vivante, en fait, on arrive à savoir de qui il parle la plupart du temps. Et on voit finalement tout ce petit monde-là qui se réunissent, des gens de classe relativement moyenne, mais qui font des longs voyages là, et puis qui sont tous réunis dans cette ambiance un peu particulière, parce que un paquebot, c'est aussi un endroit où on est tous enfermés ensemble pendant 7 jours quand même. Ouais. Donc faut aimer ses compagnons de voyage, quoi. Ah, il y a la salle, il y a le coiffeur. Le coiffeur pour hommes. Coiffeur en première, coiffeur en deuxième, et alors vous voyez tout le petit bazar là, tous les petits bibelots, c'est que chez le coiffeur on peut acheter des confiseries, des souvenirs, des cartes postales, tout un tas de trucs en fait. Ah, chez le coiffeur. D'ailleurs voilà, c'est le coiffeur qui sert à tout ça. Et je crois même d'ailleurs que en fait à bord les barbiers sont les seuls qui ne sont pas payés à salaire fixe par la compagnie et qui récupèrent en fait leur petit profit, quoi, le profit de leur clientèle et tout ça sur la traversée. Donc il faut qu'ils coupent des cheveux et qu'ils vendent des fagnons pour être payés à la fin. Ah oui, il y a moins de photos effectivement. Ouais, la deuxième classe on l'a. Ouais. Est-ce qu'il y a encore moins de photos pour la troisième ou... Évidemment, ouais, parce que c'est pas les endroits dont on veut faire la pub autant qu'ailleurs. Du coup, oui, on va avoir. Alors, moi, j'ai l'impression quand même sur la page là, il y a pas tout ce qu'on connaît. Je vais t'en montrer d'autres. Je vais t'en trouver d'autres. Ils sont quand même chicos, ils sont chics pour la troisième classe. Alors la famille Goodwin, oui, là c'est typiquement le cas qui montre que c'est pas que des pauvres. Eux, c'est des Anglais. Justement, c'est la famille du fameux bébé dont je parlais tout à l'heure, alors qui n'est pas sur la photo puisqu'il n'est pas encore été né. Mais donc voilà, tous les 7, je pense, sont morts dans le naufrage. Oh. Et eux, pour le coup, le père, je crois, était ingénieur ou électricien. Et simplement, comme ils sont très nombreux, pour partir tous s'installer aux États-Unis, ça coûtait cher. Donc je pense que la troisième classe était aussi un moyen de faire le voyage économiquement pour 8 personnes. Et lui, alors je crois que le père était déjà parti en éclaireur une première fois avec son frère, peut-être, pour voir un petit peu, parce qu'on n'émigre pas aux États-Unis comme ça n'importe comment. Et je crois qu'à la base, ils partaient ils avaient dû s'acheter une espèce de petite ferme ou de petit domaine, quoi, pour justement essayer de se faire une vie là-bas, une vie plus confortable. Mais donc oui, c'est pas des gens pauvres, quoi. Alors on a tout, hein. En troisième classe, on a aussi des gens beaucoup plus pauvres, mais c'est pas non plus forcément des gens qui dorment sous des ponts, quoi. Alors je vais essayer de trouver la troisième classe, la salle à manger notamment de troisième classe, qui est quand même sympa à voir. Elle me fait mal au cœur cette photo. Hop, on a la salle à manger, merci. Et donc ça là, on est quand même. Alors cool.
Ça reste voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même. Alors c'est une salle à manger qui est trop petite pour contenir tous les passagers en même temps, par exemple. Donc on va faire on va les relayer. On fait plusieurs services, mais c'est assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est servi à table, qu'on a des couverts, qu'on a une salle à manger qui est décorée avec des affiches qui sont en fait celles des autres navires du conglomérat auquel appartient la White Star, parce que on sait que ces immigrants souvent ils vont rentrer voir la famille à l'occasion, des trucs comme ça, et donc c'est un bon moyen de faire la pub en fait. Donc tout est bon à prendre. Et là aussi, chose intéressante, c'est que comme on est quand même plus profond dans le navire, la salle à manger, elle est coupée en deux par une cloison étanche qu'on voit pas ici, hein, puisque elle est derrière nous, en fait, la cloison en question, par une cloison étanche avec une porte qu'on peut fermer au besoin, parce que oui, on est dans le fond du navire et qu'on est à l'endroit où il faut justement faire ces séparations-là, donc c'est assez intéressant. Et là aussi, d'ailleurs, vous voyez la forme du fond de la salle à manger, là où ça va beaucoup plus loin au fond que sur les côtés. Et c'est parce qu'on a là aussi une cheminée qui passe, en fait. Où ça, à droite? C'est pour à droite, ça va au fond, et à gauche, vous avez une partie on est beaucoup plus près, parce que là, derrière le tableau, en fait, et derrière le tuyau qui part, c'est une cheminée qui passe, en fait, derrière. D'accord. Et donc c'est ça aussi à quoi il faut penser quand on aménage un bateau, c'est qu'il y a tout un tas d'enjeux. Pareil, tous les petits piliers qu'on voit sur le côté, là, ils sont pas là pour faire joli, c'est pour maintenir la structure en place. Ouais, évidemment. Donc il y a des enjeux comme ça qui sont assez énormes. Assez énormes. On a les photos de cabines, du coup, troisième classe. On a une. Alors, on a une cabine, ouais. On a une cabine. Alors là, c'est plutôt une cabine, du coup, je pense petite, puisqu'on doit être sur une cabine à 4 places. Évidemment, ils allaient prendre les plus intimes, on va dire, pour ça. Et donc là, pareil, avec un bassin pour faire sa toilette. Donc c'est peut-être l'occasion, d'ailleurs, de faire le petit point hygiène. On est à une époque où il y a très peu de salles à manger, de salles de bain individuelles, sauf dans les suites vraiment les plus luxueuses. Mais même en première classe, on a l'habitude, hein, c'est encore tout à fait normal d'avoir des WC sur le palier et une salle de bain commune. Enfin, commune, on n'y va pas à plusieurs, hein, mais on partage, on va dire, la baignoire. Donc en première classe, par exemple, quand tu veux prendre un bain et que t'as pas de baignoire dans ta cabine, eh bien tu as des stewards de bain qui sont chargés de te faire couler ton bain, de te prévenir quand il est chaud, de s'assurer que tout va bien pour toi, et ainsi de suite. Hein. C'est quand même très, très classe. Mais donc voilà, il y a ça. Et le truc, c'est que par contre, du coup, en deuxième classe, c'est la même chose, salle de bain commune, et en troisième classe aussi. Et là, pour le coup, en troisième classe, il y a que 2 baignoires. Pour théoriquement plus de 1000 passagers potentiels. 2 baignoires parce qu'en fait on est dans une classe où on se lave peu aussi profondément, on va dire, au quotidien. Et où donc le lavage, on va se contenter de se laver avec un bassin d'eau où on se passe de l'eau sur le corps ou sur le visage au moins, ce genre de choses. Puis en troisième classe, on a un problème aussi, c'est que comme on a un petit peu de tout en termes de passagers, on a aussi des gens qui souvent n'ont jamais utilisé de toilette. Ce qui peut poser des problèmes. On a d'ailleurs une membre d'équipage qui est chargée de leur apprendre ça. Et on a ces problèmes-là, notamment que la nuit en particulier, c'est fréquent qu'il y ait des passagers qui, plutôt que d'aller jusqu'aux toilettes, cherchent un coin sombre dans les coursives pour faire leur affaire, parce que pourquoi pas. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a aussi toute une question de conception, comment s'arranger pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de ces coins sombres pour pas que les passagers les confondent avec les toilettes, ce genre de choses. Donc c'est aussi des grandes questions qui se posent comme ça. On est vraiment obligé de faire de l'éducation à l'hygiène, quoi. Ouais. D'autant que la troisième classe, souvent, c'est là où on a peur que les maladies passent. Donc on a contrôle sanitaire à l'arrivée, au départ, contrôle sanitaire à l'arrivée, pour éviter ça, pour éviter la contagion. On a un hôpital à bord, d'ailleurs, avec une section isolée pour les maladies infectieuses, parce qu'il faut vraiment éviter que des maladies se propagent à bord. Et il y a toute la question de l'aération aussi de ces espaces-là, qui est toujours très compliquée. Parce que justement, on le voit aujourd'hui avec le Covid, l'aération c'est crucial. Et là, typiquement, pour aérer les ponts inférieurs, c'est parfois très compliqué. Et donc le Titanic a tout un système aussi de ventilation très complexe pour permettre d'aérer même les endroits profonds dans le navire, quoi. Bon, là je vais devenir dépressif, il y a une photo du bébé qu'on a retrouvé, très bien. Bon allez,
pas de raison que je sois le seul à déprimer, mais ouais. Donc la photo de famille, ouais. Effectivement. C'est... Ah non, ouais. Alors ça c'est pas le même bébé, c'est une autre famille, ça pour le coup, mais qui est aussi très intéressante. C'est la famille Goldsmith. Et ben justement le bébé est mort en fait avant le naufrage. Et le reste de la famille, donc le père, la mère et le petit garçon qu'on voit au premier plan, ont fait la traversée avec des amis en fait. Ils ont traversé avec un ami de la famille qui voyageait pour rejoindre, je crois, sa femme, et avec un jeune garçon de 16 ans qui voyageait là aussi pour rejoindre sa famille. Et en fait, dans le voyage, il n'y a que la mère et le petit garçon qui ont survécu, puisque le père, l'ami de la famille, et puis le jeune garçon, ami de la famille, sont morts dans le naufrage. Mais le petit garçon, là que vous voyez debout, a vécu assez vieux et a témoigné pas mal, y compris dans ces dernières années, sur le naufrage, son expérience de naufrage. Et il disait qu'il avait été notamment traumatisé par les cris après la disparition du navire, les cris de détresse de ceux qui se retrouvaient à l'eau, et que du coup, plus âgé, notamment quand il est devenu lui-même papa, jamais il n'a emmené son fils à un match de baseball parce que les cris des supporters lui rappelaient trop le Titanic et c'était un syndrome de stress post-traumatique d'une certaine manière, quoi. C'était un traumatisme durable. Le fun. Du coup, quelqu'un nous fait remarquer que, voilà, on dirait Norman, et je trouve que c'est beaucoup plus joyeux d'un coup, et retenons cette image. Ouais, c'est passionnant en tout cas. Et là, il n'y a plus de photos. Non, la troisième classe, on a très peu de choses. On doit pouvoir trouver, je dois pouvoir en trouver une ou deux autres, mais après, c'est vrai qu'ils avaient deux ou trois salles communes. Deux salles communes, et puis ils avaient dans un endroit qui en fait servait normalement à descendre les marchandises, il y avait aussi ce qu'on appelait l'espace ouvert de troisième classe, dans lequel on pouvait aussi se réunir, et donc c'était beaucoup plus beaucoup plus synthétique. Est-ce que celle-là va marcher? Je vais te l'envoyer. Voilà, une salle commune de troisième classe sur le Titanic. Mais donc voilà, là on a une reconstitution par les gens qui font le jeu Titanic Honor and Glory. Et donc là, ça doit être le fumoir de troisième classe, donc une partie là aussi réservée aux hommes, où on peut fumer, comme son nom l'indique, jouer aux cartes et boire un coup. Et donc là aussi, on est sur des espaces qui ont l'air très, très sommaires. Mais quand on sait que sur encore pas mal de paquebots de l'époque, une traversée en troisième classe, on quitte pas son dortoir et puis on y vit dans les odeurs de bouffe, les odeurs corporelles parce qu'on est 110 dans le dortoir, et les odeurs de déchets, voire de déchets humains aussi, parce que comme je l'ai dit, l'hygiène n'est pas top. Là, c'est une grande différence quand même sur le Titanic, on est vraiment chanceux. Et la ventilation, parce que je vois que quelqu'un demande comment il ventile, souvent quand on regarde au niveau des plaintes, alors on le voit notamment dans une photo du fumoir de première classe, je vais essayer de vous la trouver. Parce que souvent au niveau des plaintes on voit des petites grilles d'aération justement qui sont assez visibles. Je t'envoie le lien. Si vous regardez, la photo est de très grosse résolution, donc tu vas pouvoir zoomer, et si tu zoomes en bas à droite de la photo, vous allez voir ça. Vous allez voir des petites grilles, en fait ce sont des grilles d'aération. Et donc on a énormément de systèmes comme ça pour faire circuler la qualité de la photo. Oui, celle-là, elle est. La qualité de la photo. On en a pas mal qui viennent des collections de la bibliothèque du Congrès, qui sont dans le domaine public du coup et tout, des photos. Alors là c'est l'Olympique, pareil, et c'est des photos souvent qui du coup ont été très très bien numérisées. Alors celle-là je sais pas si elle en vient, mais ça c'est des photos qui ont été prises dans les chantiers et qui du coup sont de très 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 bonne qualité. Tiens, tout à l'heure on est sur l'Olympique. Tu parlais des dispositifs pour éviter que les meubles se barrent. Ce serait pas les petits picots au sol là? Et voilà, c'est ça. Là, c'est ça, oui. Effectivement, je pense. Ouais. On vient plugger la chaîne dessus, en fait, j'imagine.
Et ben oui, on attache en fait un petit truc et puis ça permet d'éviter que le fauteuil se barre trop. Parce que bon, c'est vrai que en général, sur un navire comme ça bouge pas trop en temps normal. Mais quand t'es en période de tempête, t'as pas envie que les meubles partent dans tous les sens. Il y a eu une vidéo il y a quelque temps sur un bateau de croisière actuel qui s'est mangé une tempête comme ça. Et c'est terrible parce que là pour le coup, on a des passagers qui ont filmé ça avec leur smartphone, mais on voit vraiment les gens qui sont secoués dans tous les sens et puis des meubles et des objets, des plantes notamment, qui passent d'un bord à l'autre de la salle tellement ça bouge dans tous les sens. C'est super dangereux. Ah, je pensais que c'était qu'aujourd'hui avec les normes de sécurité actuelles que tout était fixé quoi. Bah normalement ouais, mais là je sais pas, alors ça doit être des petits objets, des trucs comme ça. Puis bon, c'est vraiment là je pense une tempête assez exceptionnelle parce que ça a marqué manifestement les passagers. Je crois que le bateau après a dû aller faire quelques réparations parce que là c'était vraiment violent quand même en termes d'agitation. Mais une petite question parce que quand j'avais reçu Christian Ingrao, grand spécialiste du nazisme sur cette chaîne Twitch, je lui avais posé une question qui était la suivante. Comment est-ce que quand tu travailles sur les crimes de guerre nazis, comment tu fais toi en tant qu'historien pour prendre du recul et pas devenir fou avec tout ce que tu lis en fait quoi. Et là en fait parce que je t'avoue que depuis tout à l'heure à travers quand même quelques histoires que tu nous racontes, bah moi ça me touche quoi, je me sens quand même bouleversé par ces histoires-là, je m'identifie vachement tu vois aux personnes qui ont pu monter sur ces navires et qui ont des enfants et est-ce que toi ça a pu être des choses qui ont été compliquées personnellement à gérer ce genre d'histoire parce que on est quand même sur un drame quoi. Moi, il se trouve que, alors c'est sûrement aussi mon autisme qui joue entre autres, je sais pas. En tout cas, moi, je suis extrêmement froid, y compris quand des deuils me touchent personnellement. Ce qui veut pas dire que je ressens pas la perte et ce genre de choses, mais je suis assez froidement rationnel, on va dire, par rapport à ce genre de choses. Ce qui fait que vis-à-vis de l'histoire, j'ai du mal à justement à être ému du point de vue vraiment émotionnel. Là, je parle. Ce qui fait qu'éventuellement, ce qui va plus pouvoir me toucher, c'est quand je vais être en interaction avec des gens qui, par contre, eux, ont été touchés par l'histoire. Bon, ce qui est évidemment aujourd'hui extrêmement rare, puisque bon, j'ai croisé 2 enfants de rescapés, mais ça va pas plus loin. Mais donc, c'est vrai que moi-même, à titre personnel, ça ne me bouge pas suffisamment pour me troubler dans mon travail. Ça peut éventuellement être plus de la réflexion ensuite quand vraiment j'ai affaire à un témoignage écrit assez intime comme celui de Laurence Bisley par exemple, et où là du coup c'est vrai que ça va plutôt faire écho à comment moi je réagirais dans ce genre de circonstances, ainsi de suite, et ça va me faire écho aussi à dans quel genre de situation semblable par exemple on peut se retrouver. Donc là dans ces cas-là je vais avoir des fois des réflexions un peu plus durables, mais autrement c'est vrai que j'ai d'une certaine manière la chance d'être relativement protégé contre ça, donc c'est plutôt cool. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, après en même temps, enfin moi depuis que j'ai des gosses, il suffit que qu'il y ait un gosse qui apparaît dans un film catastrophe à un moment donné et qui est en train de pleurer, et ça je me mets à chialer en disant hey, voilà. Voilà, donc je pense que j'ai passé un cap de sensibilité il y a un moment donné, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que quand avec les copains on regarde des films genre 2012 ou autre, je me souviens quand j'étais ado, je dis ouais ça casse de partout machin. Maintenant ce qui me choque c'est de voir un enfant tout seul dans un couloir quoi. Ouais. C'est vraiment étrange. Alors, attends. Du coup, il y avait beaucoup d'enfants sur le Titanic. Alors, j'ai pas de chiffre précis en tête là comme ça, mais je vais pouvoir peut-être te les retrouver. Mais alors, en première classe, par exemple, alors déjà, ce qui est compliqué, c'est comment définir enfant. Bon, sur le Titanic, ils vont considérer que jusqu'à 12 ans, 13 ans, on est enfant, quoi, et après, on n'est plus considéré trop comme tel. Mais après, dans certains comptes, on va monter jusqu'à 14, 15 ans peut-être. Et donc...
Alors, ce que je vois là, j'ai une liste. Alors, 61 enfants, là, je pense qu'ils montent jusqu'à 14 ans, morts sur le Titanic. Sachant que donc, sur ces 61-là, il y en a qu'une en première classe, il y en a aucune en deuxième, et tous les autres, du coup, sont en troisième classe. Du coup, en première classe, je sais qu'il y en avait 4 autres de moins de 12 ans. Et donc, dans les autres classes, alors, si j'ai bien fait mon travail... j'avais peut-être fait mon décompte dans mes archives, je vais peut-être le retrouver. Oui, c'est ça, je l'ai fait. Donc en première classe, 4 enfants de moins de 12 ans et 4 enfants de moins de 12 ans survivants et un mort. Donc on est sur une classe où finalement il y a très peu d'enfants de toute façon. En deuxième classe, on a 24 enfants de moins de 12 ans sur en tout 276 passagers. En première classe, on en avait 324 passagers en tout. Et en troisième classe, on a du tout, moi je vois là, pour les moins de 12 ans, 30 qui survivent et 50 qui meurent. Donc 80 sur 709 passagers. Donc voilà, on est globalement sur un monde où il y a peu d'enfants de toute façon, hein, par rapport je pense à la terre ferme. Notamment en première classe où j'ai l'impression que les parents, on est souvent sur des parents qui voyagent seuls en fait, et beaucoup d'ailleurs d'hommes seuls aussi à bord, ou de femmes seules, mais moins nombreuses. Hein. Le ratio entre hommes et femmes est aussi très très disproportionné en faveur des hommes sur le Titanic. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se départage. Globalement en fait, quand on regarde dans le détail, en première et deuxième classe, comme j'ai dit, tous les enfants ont survécu sauf une. En fait, ses parents ont refusé de se séparer manifestement et l'ont gardé avec eux. Et par contre, le petit frère qui était bébé est parti avec sa nourrice et lui a survécu. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul cas en première classe. En deuxième classe, comme je disais, tous les enfants ont pu être sauvés sans inconvénient, sans problème. Et en troisième classe, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, c'est ceux qui étaient dans des familles nombreuses qui sont morts. C'est-à-dire que généralement, quand on a des familles la famille la plus nombreuse sur le Titanic, je crois qu'ils sont 11. Et là, donc, quand on a des familles où ils sont plus de 6, 7, 8, comme ça, c'est vrai que c'était impossible de trouver 8 places d'un bloc, par exemple, dans un canot. C'était juste improbable, impossible. Et donc, souvent, dans ces cas-là, manifestement, ils ont préféré rester tous ensemble. Alors que, assez généralement, les petites familles... quand on a comme ça des parents avec 2 enfants, des choses comme ça, c'était plus facile de survivre, y compris parfois toute la famille, père compris. Donc c'est aussi des choses qui ont joué, quoi. Le fait de devoir se séparer, je pense, a joué un rôle non négligeable. Oui, donc on a Vinland qui disait « Pour spécifier, les navires de croisière aujourd'hui sont beaucoup moins stables que des navires comme le Titanic. La raison principale étant le tirant d'air, hauteur hors de l'eau, qui est beaucoup plus élevé que celui d'un navire tel que le Titanic, alors que le tirant d'eau n'est pas beaucoup plus grand. Les navires modernes compensent par des stabilisateurs électroniques, mais ces derniers deviennent peu efficaces lors des grosses mers. » Voilà. C'était pour la... Oui, puis on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des paquebots qui sont pas faits normalement pour traverser trop souvent un océan agité comme l'Atlantique Nord, par exemple. Donc ça compense aussi, quoi. C'est pas la même chose que... Le Titanic, il pouvait s'attendre à se manger quand même quelques tempêtes assez fréquemment, quoi. On a une question sur le fait que est-ce que c'était juste pour relier l'Europe à New York, ou est-ce qu'il y avait d'autres destinations qui étaient envisagées par la suite, alors là il dit Caraïbes ou Amérique du Sud. Alors, des compagnies qui desservaient le monde entier, il y en avait, hein, effectivement, mais la ligne de l'Atlantique Nord, c'était vraiment l'autoroute des mers, quoi. C'était le Paris-Lyon, hein, en France. C'est-à-dire que vraiment, c'était la ligne incontournable et la ligne sur laquelle beaucoup de gens voyageaient, notamment parce que, comme je disais tout à l'heure, vous aviez plein de milliardaires américains qui, pour l'hiver, quand il fait un temps pourri aux États-Unis, partaient en vacances en Europe. Et puis souvent les affaires, en plus, notamment avec les liens entre l'Angleterre et les États-Unis, c'était quand même sur ce niveau-là que ça se faisait. Et puis l'immigration était massivement aux États-Unis. Donc après, les autres lignes, c'était quand même plus ponctuel. Mais la White Star, par exemple, a des lignes qui desservent avant tout l'empire colonial britannique, en particulier les Dominions.
ce qui fait qu'elle a une ligne vers le Canada, mais qui marche moyen, et elle a une ligne vers l'Australie et vers la Nouvelle-Zélande, qui passe par l'Afrique du Sud. Mais donc là, c'est des navires quand même beaucoup plus modestes, avec une capacité bien moindre, pour des voyages plus longs, voilà. Et pareil, en France, du coup, on va avoir une ligne plutôt vers les Antilles, Amérique du Sud, et on va avoir surtout une ligne de l'Extrême-Orient, notamment pour les gens qui vont en Indochine, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu comme ça que chacun ensuite bricole ses trucs. Il y a des bateaux pour aller partout, mais en général, on va surtout aux États-Unis, enfin pour le transport de masse, quoi. On nous demande s'il y avait des animaux à bord. Oui, pas mal. Pas mal. Je sais plus précisément combien. Je sais qu'il y a 3 chiens, si je me souviens bien, qui ont survécu au naufrage. La plupart, quand même, sont morts parce que bon, on évite de sauver le Labrador avant les autres. Mais oui, autrement, il y a beaucoup de chiens qui étaient à bord. Je sais pas, on sait pas exactement combien, sachant qu'il fallait payer pour faire voyager un chien. Je sais qu'il y avait notamment un passager justement qui faisait des concours d'exposition canine et qui du coup avait son bulldog de compétition à bord. Il y en avait une autre qui avait un pékinois qu'elle avait appelé Sun Yat-sen du nom du fondateur de la Chine moderne, donc je sais pas, peut-être que c'était une admiratrice de la révolution chinoise. Alors il y a des légendes autour du chat du Titanic qui serait parti avant le départ, mais ça c'est très probablement apocryphe. Donc on sait pas trop. On sait aussi qu'il y avait des oiseaux, enfin des poules notamment. Il y avait une passagère qui voyageait avec ses poulets. Donc c'était là aussi, alors je crois que c'était des poulets qui ne devaient pas être juste des poules bas de gamme, quoi. Elles devaient avoir un certain intérêt. Mais donc voilà, c'était il y avait ce genre d'animaux, puis sûrement aussi qu'il y avait tous les indésirables, rats et autres choses du genre, rats, cafards, etc. Eux qui n'avaient pas payé leur place du coup. Qui du coup ne payaient pas, voilà. Ah, les salauds. J'étais en train de me poser une question parce que on a vu tout à l'heure les différents équipements de la première, de la seconde, de la troisième classe, les cabines, etc. Mais une bonne partie des gens qui étaient sur le Titanic quand il a coulé, c'était des membres d'équipage. Oui. Est-ce qu'on n'a pas justement des photos ou de la documentation sur leurs infrastructures à eux, en fait? Alors pas sur leurs équipements, notamment sur leur logement, ça c'est pas du tout photographié. Tout ce qui est salle des machines, salle des chaudières, on n'a aucune photo, y compris de l'Olympique. On a des photos des machines et des chaudières dans les chantiers, mais on n'a pas de photos des machines installées à bord et des locaux. On a une photo de la passerelle de navigation de l'Olympique de l'intérieur, mais autrement tout ça c'est pareil, inconnu. On a une photo de la salle de radio du Titanic qui a été prise par le fameux Père Brown. Je vais te la retrouver. Photo qui est d'ailleurs intéressante parce que si c'est la bonne, c'est une photo qui est un petit peu double. Qui est de qualité étrange, voilà, c'est celle-là. En fait, il y a eu une surexposition de la photo, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui apparaissent 2 fois dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc de dos, c'est Harold Bride, un des 2 opérateurs du Titanic, qui est au travail là dans la salle radio. Donc vous voyez, avec des appareils assez compliqués. Les opérateurs radio, la radio c'était vraiment tout nouveau, ça faisait 10 ans qu'on commençait à installer ça sur les navires. Donc ceux qui utilisaient ça, c'était un peu les geeks de l'époque, les techos de l'époque. Et donc la salle de radio, voilà, on a une photo de la passerelle, comme je disais, donc ça c'est l'Olympique, voilà la timonerie de l'Olympique, une partie de la timonerie parce que c'était plus grand que ça, avec les transmetteurs d'ordre qui permettent de communiquer avec la salle des machines, les salles de chaudière. Donc autrement, c'est vrai qu'on a peu de photos de ces endroits-là. Donc faut imaginer qu'on a sur le Titanic 899 membres d'équipage. Donc ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde. Et donc c'est un équipage qu'on coupe en fait en trois grands secteurs. Il y a ce qu'on va appeler l'équipage de pont, c'est-à-dire les marins en fait. Ils sont une 60aine. Donc c'est vraiment pas les plus nombreux. Et donc c'est eux qui veillent à la bonne marche du bateau.
Et puis ensuite, on va trouver l'équipage mécanicien. Là, on est dans les 325 personnes. Ce sont ceux qui vont faire tourner les machines et surtout les remplir les chaudières avec du charbon, aller le chercher dans les soutes et tout ça. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis le plus gros secteur de l'équipage, en fait, avec plus de 420 personnes, c'est ce qu'on appelle le personnel hôtelier, le personnel d'avitaillement, c'est-à-dire les stewards, les cuisiniers, ce genre de choses. Parce que, par exemple, ce qu'on appelle les stewards de salon de première classe, c'est-à-dire les stewards de salle à manger, sont en nombre... ils sont un nombre énorme, c'est-à-dire que chacun va s'occuper d'une ou deux tables. Donc quand vous mangez sur le Titanic, des fois vous pouvez avoir un homme qui est chargé de s'occuper de quand le Titanic, comme il n'est pas plein, un homme va s'occuper de 2 ou 3 personnes parfois. Donc votre serveur, il vous connaît bien, il sait ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Comme en plus, tout ce personnel hôtelier là, il y a la moitié de leur revenu qui est en fait composé de pourboires. Ils ont intérêt aussi à être particulièrement dévoués. Donc il y a un rapport assez intime qui se dresse, c'est-à-dire que plein de passagers vont parler de leur steward, notamment pour parler du steward, ce qu'on appelle le steward de cabine, celui qui est chargé de venir vous voir quand vous avez un problème ou de vous aider à vous habiller avant d'aller manger ou ce genre de choses. Là, il y a un rapport assez intime parce que pendant toute la traversée, en fait, pendant 7 jours, il y a cette personne qui, pareil, va veiller sur un groupe de 6-7 cabines. Donc il s'occupe pas de grand monde en première classe, hein. Donc vraiment là aussi il y a des liens qui se font. Et alors sur l'équipage, vous avez seulement 23 femmes sur les 899 personnes que j'ai mentionnées. 23 femmes dont la grande majorité travaillent en première classe comme femme de chambre, généralement pour faire en fait ce que les hommes ne pourraient pas faire, c'est-à-dire servir de dame de compagnie à des femmes seules en général, notamment pour les aider à s'habiller, ce genre de choses. Faut imaginer, quand je parle d'aider à s'habiller, ça a l'air un peu con comme ça, mais il faut imaginer qu'avec les tenues de l'époque, c'est pas trop en fait. Il y a souvent besoin de quelqu'un pour aider, notamment à mettre une tenue de soirée, ce genre de choses. Il faut regarder Downton Abbey si vous savez pas ça. En fait, les gens dans le chat ne sont pas rassasiés d'histoires glauques. Il y en a qui remettent sur la table la fameuse histoire qu'on avait abordée sur la couverture médiatique du Titanic quand il a coulé, et qui nous rappelle cette histoire du français d'ailleurs, du père de famille qui a perdu ses enfants. Alors, une grosse double histoire en fait là-dessus, c'est-à-dire que parmi les Français, on a plusieurs familles intéressantes, et on a notamment cette madame Marie Lefebvre qui voyage avec 4 de ses enfants, sachant qu'à la base c'est une famille qui vient de Liévin, dans le nord de la France, ils sont mineurs, et le père est parti un an avant avec un de ses fils de 10 ans, s'installer aux États-Unis dans une ville minière de l'Ohio, je crois, pour travailler, et puis pour faire travailler son gamin, parce qu'en plus je crois qu'il y a une histoire comme quoi le gamin n'a pas le droit de travailler en France, mais aux États-Unis ça passe, donc il l'a emmené avec lui. Et puis ensuite il a d'autres enfants qui sont venus le rejoindre, les enfants les plus âgés, et finalement maintenant il y a de quoi payer le voyage pour son épouse et les derniers enfants, ceux qui sont pas en âge de travailler, et donc ceux-là voyagent sur le Titanic, et manque de bol, du coup tous sont morts, toute cette partie-là de la famille est mort. Et en plus, le père, du coup, aux États-Unis, apprenant la nouvelle et se renseignant, et notamment se renseignant aussi pour savoir s'il y a des dédommagements, a un petit peu trop attiré l'attention sur lui. On s'est rendu compte qu'il était rentré aux États-Unis sous un faux nom, avec une femme qui n'était pas la sienne. Et en plus de son fils, il y avait aussi la fille de cette femme. Alors on sait pas trop, du coup les États-Unis, les autorités américaines ont considéré qu'il était proxénète et qu'il amenait cette femme pour la prostituer, ou alors que c'était sa maîtresse, mais bon, pour les autorités c'était à peu près la même chose. On pense plutôt, il y a une autre théorie qui voudrait surtout que cette femme fuyait un mari potentiellement violent, et que du coup, comme une femme seule avec une enfant n'aurait pas pu passer au contrôle d'Ellis Island, il s'était fait passer le temps de la traversée pour son mari, pour permettre le voyage. En tout cas, sur fond de cette illégalité-là, du coup, lui et ses enfants mineurs ont été renvoyés, et puis d'ailleurs cette dame aussi qui avait voyagé avec lui, et du coup il a été en plus expulsé des États-Unis, et il est retourné finir sa vie en France.
Donc il y a cette histoire assez tragique. Et puis il y a une histoire qui finit mieux, c'est celle des Navratil. Les Navratil, en fait, c'est une famille assez atypique. Michel Navratil, c'est un homme qui, en 1912, doit avoir, je crois, la quarantaine. Il vient de Slovaquie à l'origine. Et il s'est installé en France, à Nice. Il a rencontré une immigrée italienne, il me semble, ou une descendante d'immigrés italiens. Et ils ont fondé une famille. Ils ont 2 enfants qui, en 1912, ont 4 et 2 ans. Sauf qu'ils sont en cours de séparation, que le père vit très mal le fait d'être séparé de ses enfants et qu'il profite en fait du week-end de Pâques pour les enlever. Et qu'il s'enfuit avec le passeport d'un de ses amis. Il part en Angleterre et il embarque sur le Titanic en 2e classe, sous un faux nom, avec 2 enfants qui sont tout jeunes, qui ne connaissent même pas leur nom de famille, qui ne se connaissent que les surnoms de Lolo et Momon, alors qu'ils s'appellent Michel et Edmond, théoriquement. Il se trouve que Michel Navratil, comme plus de 90% des hommes de 2e classe, meurt dans le naufrage, après avoir quand même réussi à mettre ses 2 enfants dans le dernier canot qui est parti. Et donc on se retrouve avec 2 petits Français qui parlent pas un mot d'anglais, qui ne connaissent pas leur nom. Les gens autour ne connaissent que le nom de Hoffman, qui est le pseudonyme que prenait ce fameux Michel Navratil à bord. Et du coup, se pose la question de à qui ils sont, est-ce qu'ils ont une famille et tout ça. Donc ils sont recueillis par une dame qui parle français, qui leur trouve une famille d'accueil quelque temps. Leur photo fait le tour des journaux. Et leur mère les reconnaît depuis la France. La White Star lui paye le voyage. On fait tout un tas de tests, tant bien que mal, avec les autorités pour essayer de certifier que c'est bien la mère quand même. Donc je crois que parmi les questions qu'on lui pose, je sais plus, il y a une histoire, on leur demande respectivement à la mère et au gamin ce qu'ils ont eu pour Pâques, et puis il y a une histoire de lapin au chocolat comme ça, gigantesque, qu'ils avaient eu à Pâques, et du coup c'est ce qui permet de certifier que c'est bien la mère, ils ont les mêmes informations. Et du coup, ils sont bien retournés en France. Et alors, le petit Edmond est mort juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais par contre, l'aîné, Michel, a vécu jusqu'en 2001. En fait, c'est le dernier homme rescapé du Titanic à être mort. C'est lui, d'ailleurs, dont je parlais, qui a vu le film avec sa fille, puisque sa fille a écrit un roman adapté de cette histoire. C'est beau. C'est ouf. Est-ce que, on nous pose la question de savoir, est-ce que les domestiques voyageaient dans la même classe que leurs employeurs ? Alors ça dépend du domestique. Domestique qui a un usage immédiat à bord, c'est-à-dire un secrétaire, un valet de chambre, une femme de chambre, une gouvernante, oui. Ils partagent vraiment dans ce cas-là la vie des maîtres. Et d'ailleurs, souvent, ça va assez loin, puisque toutes les femmes de chambre, par exemple, ont survécu souvent dans le même canot que leurs maîtresses quand elles sont parties, quand les maîtresses ont survécu. Mais comme il n'y a que 4 femmes de première classe qui sont mortes, de toute façon, le cas inverse ne s'est que peu posé. Et par contre, les domestiques, souvent, quand le maître a survécu, ils sont partis avec, et quand le maître n'a pas survécu, ils sont restés à bord avec. Et par contre, il y a ensuite la catégorie des domestiques avec qui on peut voyager parce qu'on était parti vivre longtemps de l'autre côté, mais dont on n'en aura pas besoin à bord. Par exemple, un chauffeur ou une cuisinière. Et dans ce cas, en général, par exemple, on a le chauffeur français d'un riche passager américain qui voyage en 2e classe. On a une cuisinière aussi, je crois, de passagers comme ça qui voyagent en 2e classe. Donc, mais c'est intéressant de remarquer d'ailleurs que justement on les considère quand même comme assez importants pour leur payer le voyage en 2e plutôt qu'en 3e. Et alors, on nous demande s'il y avait des prostituées à bord. Pas qu'on sache. Par contre, il y a des liaisons illégitimes, ça c'est évident. Dans le sens où, par exemple, on a Benjamin Guggenheim, un des hommes les plus riches à bord, qui a rencontré en France une chanteuse de cabaret. Et Benjamin Guggenheim est un homme dont on sait de toute façon, enfin ça se sait déjà dans le beau monde, que c'est un peu un glandeur qui a une vie assez dissolue, et du coup, il décide de rentrer aux États-Unis avec sa maîtresse, qui l'embarque à bord du Titanic. Alors manque de bol, il est mort à bord et elle a survécu, et du coup ça a été assez compliqué, je crois, quand elle s'est retrouvée face à la veuve. Mais bon, du coup là on a effectivement un passager qui planque sa maîtresse à bord. On en a un autre qui a lui aussi rencontré une chanteuse de cabaret en Europe et qui veut la ramener, qui voyage avec sa mère qui désapprouve l'union.
Donc, il a planqué sa maîtresse à bord, mais sous un faux nom, pour essayer de pas se faire choper par maman, en fait. Donc, il y a aussi ce genre d'histoire-là. Mais autrement, de la prostitution, pas qu'on sache. Non. Et en 3e classe, notamment, on prend des dispositions très fortes pour isoler les femmes seules, loin des hommes seuls et de l'équipage. Parce que autrement il y a des agressions. Justement, le mot agression est lâché. Est-ce qu'il y a eu des incidents à bord? Est-ce qu'on en a connaissance? Est-ce qu'il y avait une pièce prévue pour mettre quelqu'un au fer si jamais il y avait besoin? Alors théoriquement, il y avait une pièce dans l'hôpital de bord qui était plus ou moins une espèce de salle capitonnée. Qui devait servir notamment s'il y avait un passager qui devenait incontrôlable, et donc théoriquement c'est là aussi qu'on aurait pu enfermer un passager au besoin. On a en tout cas voilà. On a en tout cas pu enfermer Jack. Ouais. Voilà. Et on a en tout cas deux membres d'équipage qui sont ce qu'on appelle des capitaines d'armes, qui sont chargés de mettre fin aux bagarres, par exemple, de s'assurer aussi que l'extinction des feux est respectée dans les espaces publics, ce genre de choses, et qui, au besoin, oui, pourraient intervenir pour ce genre de choses. Alors après, dans le cas du Titanic, on n'a pas d'incident de ce genre. On a des accidents, on a une passagère qui, le jour du naufrage, justement avant le naufrage, a glissé dans les escaliers et s'est cassé le bras. Et du coup, on a fait venir le médecin du bord, qui lui a dit votre bras est cassé. Alors elle a dit non, je veux pas qu'il soit cassé. Faites venir un passager médecin, je veux un deuxième avis. Et le passager médecin a dit aussi le bras est cassé. Et du coup, elle était bien embêtée parce que le soir c'était le dîner de gala. Elle voulait mettre sa plus belle robe. Alors du coup, elle a trouvé une robe sans manches, c'était moins galère. Et donc on a son récit. Après, ce qui est rigolo aussi, c'est les rares passagers dont on a des témoignages de mécontentement. On a une passagère dont le témoignage est à la fois très drôle parce que c'est vrai que quand on parle du Titanic, on se dirait qu'avec le naufrage, tout le reste passe derrière et que tous les petits désagréments devraient être oubliés. Sauf que celle-là, elle n'oublie rien. C'est une passagère de 2e classe qui s'appelle Imanita Shelley, et elle voyage avec sa mère qui est malade en plus, et dès qu'elles arrivent dans leur cabine, elles trouvent la cabine trop petite. Donc elles font un scandale parce qu'elles avaient réservé la meilleure cabine de 2e classe du bateau et qu'on leur a donné une cabine toute petite qu'on ne peut pas tenir en plusieurs dedans et que c'est insupportable. Faites-moi venir le commissaire de bord tout de suite. Et puis en plus il fait froid, ma mère va mourir, elle est malade déjà, donc faites venir quelqu'un. Donc elle pique un scandale. Finalement le commissaire de bord réussit à leur trouver une autre cabine, mais elle est toujours pas contente. Et elle trouve que le chauffage marche pas, que c'est ignoble et tout ça. Et donc tout ça on le sait parce que elle a témoigné sous serment pour la commission d'enquête américaine. Commission qui voulait avoir un maximum de témoignages, sauf qu'ils voulaient des témoignages sur le naufrage, et elle, toute la première page de son témoignage, c'est pour dire qu'il faisait trop froid dans sa cabine et qu'elle était trop petite. Et surtout, elle raconte que une fois sur le Carpathia, parce que c'est là que ça devient vraiment surréaliste, qu'une fois sur le Carpathia, elle est allée interroger des passagers de 3e classe pour savoir si eux, ils avaient du chauffage. Et donc, faut imaginer cette scène surréaliste de cette dame qui, elle a survécu, sa mère a survécu, elle a perdu personne, et par contre, elle déboule comme ça, comme une furie en 3e classe pour demander à des pauvres dames qui, pour beaucoup, ont sûrement perdu tous leurs biens, parfois un mari, un père, etc., pour leur demander « Et vous, alors, vous aviez du chauffage ?» Donc c'est assez surréaliste. Et puis alors, comme elle manque pas de fantaisie, visiblement dans un autre de ses témoignages, elle racontait que à bord du Carpathia, pareil, elle trouve une femme hystérique et personne ne la comprend, et que du coup, elle, comme elle est maligne, elle a trouvé un moyen, parce que personne ne comprend cette femme qui parle une langue étrange, mais que elle, en parlant anglais très aigu, c'est bon, elle arrivait à se faire comprendre. C'est merveilleux, alors que... Voilà, donc c'est des fois, on croise comme ça des personnages assez improbables. Mais autrement, comme je disais tout à l'heure, il y a ces fameux tricheurs professionnels contre lesquels la direction, enfin la compagnie prévient les passagers que si vous jouez lourd aux cartes, vous risquez de vous faire plumer, mais on n'y peut rien. Mais les passagers aiment bien se faire plumer quand même, donc ils y vont. Et puis autrement, ça reste plutôt tranquille, je pense, dans le cas du Titanic. Tout à l'heure,
il y a une question concernant Edward Smith, le commandant du Titanic. Alors non, ça n'est pas Captain Igloo, mais même si la ressemblance est fort troublante, mais voilà. Mais dans le film notamment, on le voit réintégrer sa cabine à la fin et du coup voilà, mourir avec le navire dans sa cabine seul et déterminé. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors le film dresse un portrait assez particulier du capitaine. Bon, alors Bernard Hill est très bon, est très ressemblant, mais par contre c'est vrai qu'il est représenté comme en permanence un petit peu sonné, un petit peu éteint. Notamment ça, c'est parce que le roman voilà. Voilà, bah ouais, le Gondor n'est pas arrivé et tout. Bah ouais. Voilà. Mais par contre, bon, quand on regarde les témoignages, en fait, il est nettement plus actif que ce qu'on pense et que ce qu'on voit dans le film, ce qui fait que bon, c'est pas trop cette image-là. Et alors, sa mort, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'on trouve de tout dans les témoignages. Alors, par exemple, on a un passager français qui, dans la presse, est cité comme ayant dit qu'il l'avait vu se tirer une balle dans la tête après avoir dit « ma chance m'a quitté ». Sauf qu'en fait, le passager a juste après écrit aux journaux en disant « j'ai jamais raconté ça, tout ce qui est dans cet article est faux, moi j'étais parti dans un canot beaucoup plus tôt, c'est complètement con ». Donc bon, ça c'est du coup pas vrai. Par contre, on a plusieurs témoignages qui donnent à penser que à côté de ce fameux radeau retourné, le capitaine Smith a peut-être nagé un petit moment avant de mourir. Très clairement, il était... enfin pour lui ça aurait été suicidaire d'une certaine manière de survivre. Je sais que c'est un peu paradoxal, mais c'est-à-dire que si de toute façon il avait sauvé sa vie, il aurait été détruit pour le restant de ses jours. Donc c'est vrai qu'il était d'une certaine manière tenu de mourir, et de ce point de vue-là, bon, il est mort de toute façon dans le naufrage. On n'a jamais retrouvé son corps, donc on ne sait pas où et quand et comment, etc. Mais il est vraisemblablement mort comme ça. On a quand même le témoignage d'un gars qui dit l'avoir connu avant et qu'il l'aurait recroisé, je crois, à Baltimore après. Et qu'il aurait croisé, il est sûr que c'est lui, donc on a cette rumeur comme quoi le capitaine Smith aurait survécu. Mais si c'est le cas, il a dû se faire vachement discret parce que personne l'a jamais revu en tout cas. Bah oui, mais c'est parce que, comme tu le disais, il aurait été discrédité, donc c'était on aurait pu le comparer à un gros nazi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les gros nazis? Ils auraient été en Amérique du Sud pour se cacher. Ils seraient se planquer. J'ai vu passer une question intéressante qui demande s'il y a beaucoup de faux témoignages ou de témoignages mensongers, ce genre de choses. Et alors bon, je parlais tout à l'heure effectivement du fait qu'il y a des faux rescapés, beaucoup, mais bon, ceux-là on les identifie vite. Et par contre ensuite pour les témoignages c'est assez compliqué. Parce que bon, effectivement, on en a qui des fois se souviennent mal aussi et se contredisent. Mais globalement, on a surtout le problème que beaucoup de témoins en fait ont parlé à la presse. Et que assez fréquemment, je pense, les journalistes, voyant que le témoignage n'était pas forcément aussi sensationnel qu'ils l'attendaient, du coup, enjolivaient un petit peu. C'est pour ça qu'on a plein de témoignages qui parlent dans la presse d'explosions, de trucs comme ça, alors qu'en fait jamais. Et je parlais tout à l'heure de ce fameux passager français qui découvre dans la presse qu'il est censé avoir vu le capitaine Smith se suicider et qui use de son droit de réponse ensuite et de façon assez saignante pour démonter toutes les conneries qu'on lui a fait dire dans la presse alors que jamais il a répondu à ce journaliste en fait. Et donc il y a aussi ce facteur-là en fait du mauvais intermédiaire, quoi. Des témoins qui mentent frontalement. Alors il y en a des fois qui enjolivent un peu, surtout avec l'âge. Plus ça avance dans le temps, les témoignages, plus ils ont tendance à bidouiller, plus il y a de faux souvenirs qui sont venus s'incruster là-dedans. J'en donne des exemples dans une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne d'ailleurs. Mais globalement, les témoignages d'époque, bon, c'est quand même en général assez solide. En tout cas, ils se recoupent bien les uns les autres assez souvent. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est une expérience traumatique. Et que dans ces conditions-là, en général, tout le monde n'a pas justement le sens de l'observation d'un passager comme Laurence Beasley qui est vraiment capable de dire précisément, presque minute par minute, ce qu'il a fait. Il y en a d'autres qui mélangent les choses, qui voilà. Puis avec le temps en plus, par exemple, un exemple que j'aime bien, c'est il y a 2 opérateurs radio à bord du Titanic. Il y en a un qui a survécu, l'autre qui est mort.
Et celui qui est mort, on a souvent dit qu'il s'était retrouvé quand même sur ce fameux canot retourné, où était aussi celui qui a survécu. Et en fait, on sait qu'il y a eu un cadavre sur ce canot-là et tout ça, mais que c'était pas l'opérateur radio. Mais avec le temps, ils ont fini par se convaincre, alors que sur le moment, ils disaient tout le contraire, mais avec le temps, ils ont fini par se convaincre les uns les autres que c'était bien cet homme-là qu'ils avaient vu comme cadavre et qu'ils avaient emporté avec eux et tout ça, alors que pas du tout. Et donc ça montre bien qu'avec le temps, en fait, aussi, quand on te répète que t'as vécu quelque chose et qu'au début tu doutes parce qu'en plus c'était la nuit, c'était tout ça, eh ben tu peux finir par te persuader que c'était le cas. C'est des expériences d'ailleurs qui peuvent être menées en psychologie sociale, des gens qui s'amusent par exemple à réunir un groupe de personnes, puis 6 mois plus tard ils réunissent un groupe de personnes mais en rajoutant une personne, et puis il y a des complices qui disent bah ouais elle était là, je l'ai vu qui a renversé des trucs, et puis à la fin de la soirée il y a la moitié de la pièce qui est persuadée qu'effectivement la personne qui en réalité n'était pas là était effectivement présente à la première soirée, quoi. Donc il y a des moyens comme ça de troubler un petit peu la mémoire. Donc c'est assez compliqué quand on étudie les témoignages, parce qu'on peut pas non plus partir du principe que les gens mentent, notamment. C'est un peu trop facile de dire le témoignage nous dérange, donc il doit mentir. Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses comme ça. Ouais, bah c'est comme on parle de l'effet Mandela dans le voilà. chat dans notre génération, on est nombreux à avoir des souvenirs d'enfance d'un film qui s'appelait Shazam, je crois, avec un génie qui sort d'un autoradio, je sais pas quoi, et en fait le film n'existe pas. C'est assez étonnant, parce que moi j'en ai des souvenirs vraiment précis, quoi. et ça n'existe pas. Et il y avait une vidéo qui était sortie comme ça en disant mais ce film n'existe pas, et t'as tout le monde qui était en mode bah si, il existe. Et en fait tu vois le gars qui fait des recherches de ouf et tout, et il dit non, le film n'existe pas. C'est vraiment, il y a des trucs qui ont été écrits dessus et tout, mais c'est un délire collectif, quoi. Et on était tellement persuadés que collectivement qu'on a fini par y croire, quoi. C'est assez ouf. Donc j'imagine que dans des situations comme ça de stress, ça doit être oui, voilà, parce que puis en plus par exemple le Titanic, alors dans le film c'est un film donc il y a de l'éclairage. Alors que dans la réalité, il fait beaucoup plus sombre, par exemple, parce que les loupiottes extérieures du Titanic, c'est autre chose que les projecteurs de tournage, quoi. Donc, on voit pas forcément très loin ce qui se passe. On n'a pas de vision globale aussi, et ça change tout, en fait. C'est-à-dire, vivre le naufrage d'un point précis sur le navire, c'est pas la même chose que lire une histoire du naufrage où tu te déplaces d'une certaine manière et où tu vois tout en même temps. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Qui transforme notre rapport au passé. Je trouve que là, de ce point de vue-là, le cas du Titanic, c'est un petit peu un laboratoire fermé pour étudier comment s'écrit l'histoire, parce qu'on a un événement vraiment précis avec plein de témoins qui racontent plein de choses, et c'est comme ça qu'on voit justement à quel point les témoignages, des fois c'est relatif, mais quand même, c'est plutôt solide malgré tout, et ainsi de suite. On voit plein de choses comme ça. Mais après, des fois, du point de vue du mensonge, ça peut aller plus loin. Et moi, je voudrais vous raconter une histoire quand même que j'ai découverte cet été et que je trouve extraordinaire, parce que le temps en passant, se faire passer pour un rescapé du Titanic, ça devient compliqué, parce que ça fait quand même 100 ans. 110 ans même, et que du coup il faut avoir 110 ans pour se prétendre rescapé du Titanic, ça devient compliqué. Par contre, maintenant le nouveau filon, c'est de dire qu'on est la réincarnation d'un rescapé. Ouais. Et il y a des gens qui suivent ça. Je pensais que t'allais dire la descendance de rescapés, mais alors, non. Oui, ça existe aussi, mais c'est plus standard. Alors que la réincarnation d'un passager du Titanic, ça c'est classe, tu vois. Donc moi, par exemple, au moment du centenaire, je me souviens, j'étais sur un forum autour du Titanic, on avait une réincarnation de Jack Phillips, l'opérateur mort à bord du Titanic, qui était arrivé. Parce qu'en plus, en général, quand c'est la réincarnation de quelqu'un, c'est évidemment pas la réincarnation d'un obscur anonyme de 3e classe. Hein. Il faut que ce soit du grand. Bon, alors pas de bol, sur le forum, on avait une spécialiste de Jack Phillips qui connaît tout jusqu'à sa correspondance amoureuse, etc. Donc, pour de vrai, hein, on a vraiment la correspondance amoureuse de ce jeune homme. Et du coup, forcément, le gars qui se prétendait sa réincarnation, il en savait pas autant que ça, et du coup, c'est facile de le piéger. Donc, on a aussi une réincarnation de Thomas Andrews, comme ça, l'architecte du Titanic. Et lui, il en a fait un bouquin carrément, et tout un business, parce qu'en plus, il prétend avoir des solutions pour vous faire vivre votre vie antérieure. Sauf que pareil, ça correspond pas du tout aux témoignages qu'on a. Notamment, il raconte le naufrage, ça correspond pas. Il se gourre sur l'âge. Enfin, bon, c'est des trucs, voilà. Et puis, on a
un cas qui a longtemps sidéré les gens, parce que là, pour le coup, c'était un cas qui avait l'air vrai. C'est l'histoire d'une dame en fait qui avait un traumatisme. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle avait peur de l'eau. Et elle avait fini par consulter une espèce d'hypnothérapeute. Alors on est il y a longtemps, je pense que c'est dans les années 60. Et ce gars-là lui dit peut-être que ça vient d'une vieille d'une expérience passée ou quelque chose comme ça. On va voir ça sous hypnose. Et sous hypnose, elle voit un naufrage et elle entend un nom, le nom Blackwell. Le gars lui dit c'est peut-être sur le Titanic et tout ça. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez un Blackwell qui était sur le Titanic. Et du coup, elle y croit pas trop, mais elle va chercher quand même dans une bibliothèque, elle regarde une liste des passagers, et elle découvre effectivement qu'il y avait un Blackwell à bord, un monsieur Charles Blackwell, je crois. Et elle se dit, génial! Bon, alors après, Blackwell, c'est un nom relativement répandu quand même, et globalement, sur le Titanic, comme il y a 2200 personnes, je pense que si on prend des noms relativement donnés comme ça, on trouve des gens qui portent le nom qui nous intéresse. Et bref, elle se dit c'est cool, je vais essayer de creuser ça. Et donc elle va vraiment voir quelque temps plus tard une hypnotiseuse spécialisée dans les vies antérieures et la remontée de vie antérieure, et puis qui faisait son business autour de ça. Et puis sous hypnose, elle livre tout un tas de faits sur ce Blackwell, sur son naufrage, tout ça. Et notamment, elle livre un truc ultra précis, elle livre une espèce d'adresse. John Shipping, machin truc. Vraiment une adresse précise. Et là, ça donne du concret, quoi, à étudier. Et du coup, ensuite, avec l'hypnotiseuse, elle contacte une association, un groupe de passionnés du Titanic locaux. Et ils cherchent. Et sur Blackwell, ils trouvent justement une adresse qui, à peu de choses près, ressemble à celle-là. C'est-à-dire que elle a mal dit certains mots, mais enfin, ça ressemble trop pour être une coïncidence. Là, ils se disent, waouh, mais c'est une information en plus qui est tellement improbable, tellement planquée très loin et tout ça, qu'elle n'a pas pu l'inventer, qu'elle n'a pas pu la trouver elle-même. Il fallait vraiment être spécialiste pour la trouver. Donc, peut-être que c'est vrai cette histoire. Et pendant longtemps, on est resté sur ce peut-être que c'est vrai cette histoire. Et puis on a un historien, George Billet, qui s'est intéressé justement à toutes ces histoires-là de prémonitions autour du Titanic, de trucs comme ça, qui a essayé de vraiment les inventorier en les recensant dans les journaux, tout ça. Il tombe sur cette affaire et il a essayé de la décrypter, de la gratter. Et notamment, il est allé regarder les archives de la Titanic Historical Society, qui est une grosse société de passionnés qui existe depuis les années 60. Et dans les archives, ils ont retrouvé un courrier de cette dame qui avait écrit quelque temps avant sa séance d'hypnose pour leur demander tout ce qu'ils avaient sur ce monsieur Blackwell. Et ils avaient rien à part cette adresse. Ce qui fait que du coup, l'adresse, en fait, qu'elle a ressortie sous hypnose, eh bien, elle l'avait effectivement lue quelque part dans une lettre. Et donc, ça n'avait rien de mystérieux. D'autant que après, ils ont pu faire des recherches plus approfondies sur le Blackwell en question, et sur tout le reste, elle s'était plantée, elle n'avait pas donné le bon âge, elle n'avait pas donné la bonne situation de famille et tout ça, donc elle était complètement à côté de ses pompes. Mais il y avait de quoi donner l'impression que c'était convaincant en fait. Ouais, et puis même elle-même s'est laissée prendre au piège du truc, quoi. Et voilà, elle-même était peut-être convaincue. Et ça, c'est assez extraordinaire. On demande si tu as, en attendant éventuellement un projet de ta part, est-ce que tu as une ou deux refs en bibliographie que tu pourrais donner sur le Titanic ? Alors, j'en ai trop, mais je crois, si je suis pas trop bête, que j'ai déjà mis en fait quelques références sur mon site. Sur mon site, en tout cas, il y a une page qui s'appelle le Titanic, et vous pouvez y trouver comme ça, je pense, des références, notamment le fameux livre de Laurence Bisley dont j'ai parlé plusieurs fois et que j'ai traduit du coup et mis en accès libre sur le site. Et je trouve que comme porte d'entrée dans le Titanic, ça peut être sympa.